je vais me répéter, mais comme c'était pour dire un immense remerciement aux exposés de ce matin, je disais que j'ai rarement entendu un exposé sur ces sujets de neurosciences qui sont quand même extrêmement sophistiqués. Autant de clarté, Enfin, merci. C'est vraiment formidable. Il y a un point que je n'ai pas compris, qui me paraît important. À un moment, Madame Domas, vous avez parlé des liens entre la connexion de l'amygdale et des autres zones cérébrales, en particulier du cortex préfrontal. Si j'ai bien compris, vous disiez que vous n'avez pas réussi à séparer ou à distinguer ce qui permettait la connexion et ce qui ne le permettait pas. Et ça me paraît un élément essentiel. En fait, le cortex préfrontal est largement connecté à l'amygdale et c'est des connexions réciproques entre les deux structures qui se maturent au cours du développement de l'enfant et qui arrivent, comme je vous l'ai dit, vers la vingtaine d'années à son apogée, on va dire. Après, la subtilité est dans le fait que le cortex préfrontal n'est pas une structure homogène, donc il y a plusieurs sous-couches, en fait, sous-catégories, et que selon la sous-région du cortex préfrontal qui va être connectée à l'amygdale, on va soit favoriser la mise en place de mémoire aversive, soit la généralisation d'autres mémoires aversives, ce qui est le côté qu'on va qualifier de plus pathologique finalement. Le but étant que si demain, je sais pas, vous sortez de la pièce et puis vous éteignez la lumière et vous prenez une petite décharge électrique, bah, vous puissiez quand même éteindre la lumière chez vous, d'accord, quand vous partiez, et que ça soit juste associé à cet amphithéâtre, par exemple, et à cette situation-là, et que ça puisse pas être généralisé à d'autres situations. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que selon la situation que vous allez subir ou auquel vous allez être confronté, vous allez avoir une des connexions qui va être renforcée par rapport à l'autre. Et la pathologie dans ce réseau en particulier arrive quand la généralisation prend le dessus sur la singularité, on va dire, d'un événement traumatique ou en tout cas dans un événement stressant ponctuel qui ne devrait pas être généralisé. Et on ne sait pas ce qui fait l'un ou l'autre. Alors, on sait assez bien, comme disait Sandra, on travaille beaucoup chez le rongeur. En fait, les connexions, même s'ils n'ont pas un cortex préfrontal du tout équivalent au cortex préfrontal des humains, on travaille chez le rongeur pour essayer de caractériser les bases neurobiologiques, en fait. Et on connaît assez bien le développement et la mise en place de ces structures-là, en tout cas de ces connexions-là. Après, chez le rongeur, un événement traumatique, c'est ce que nous on entend comme événement traumatique, d'accord. Ça a rien à voir. Il y a plein d'aspects de l'événement traumatique qu'on ne peut pas du tout évaluer chez le rongeur. Plus de fromage. On va dire d'action sociale. C'est beaucoup plus comme l'humain. Hein, le rongeur est un animal social, donc il souffre beaucoup de privation sociale. Mais on dit ça quand on essaye de trouver les mécanismes qui sous-tendent ce type de dysfonctionnement. Mais la recherche est assez prolifique hein, quand même dans ce domaine. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Je m'appelle Salan Mostafa. Je suis président de l'association Victimes Attentats Strasbourg. Moi-même, j'ai été pris en otage lors des attentats de Strasbourg par un virus. Alors, je vous remercie pour toutes vos analyses et vos études que vous avez pu nous fournir. Mais le stress post-traumatique, c'est au-delà pour moi. C'est quelque chose qui est très complexe en termes de trauma, ce qu'on peut subir. Je veux dire, c'est une déflagration totale, que ça soit soi-même, que ça soit auprès de sa famille. Il y a plusieurs éléments. On est un nouveau-né, si vous voulez. Une fois qu'on a subi le stress post-traumatique, on est un nouveau-né. On apprend de nouveau à manger, à dormir, à communiquer. Moi, j'ai trouvé une solution au problème. C'est passer par la peinture, par l'écriture, et puis chercher une thérapie ailleurs, dans un autre pays.
ce qui m'a pu apporter, je dirais, plus ou moins une communication avec ma famille, mais une résilience, plus ou moins. Je suis toujours, moi, personnellement, toujours dans la colère, et je dirais, toujours dans l'hypervigilance. Comme je dis toujours, on peut pas y aller mieux du moment des faits jusqu'au procès. Je pense qu'il y a un deuxième travail qui arrive après le procès. Donc, il y a aussi un point que je voulais souligner, que vous avez tous évoqué avec vos études, que je pense qui est primordial chez l'humain, c'est la sexualité. Et je pense dans vos études, on n'en parle pas. Et je pense que c'est quelque chose de primordial parce que l'homme ou la femme perd toute connexion à ce niveau. Voilà, je vous remercie. Juste pour revenir sur le problème de la sexualité. En fait, la sexualité fait partie des fonctions physiologiques qui sont très demandeuses en énergie, mais qui sont pas très utiles pour répondre face au trauma. Et donc, ça fait partie des voies qui sont déconnectées quand on est face à un événement traumatisant. Merci. Bonjour, Christine Roulière, le LIDEC. D'abord, je voulais vous dire un immense merci et saluer la mémoire de Françoise Rudetzky, que j'ai eu la chance et l'honneur de connaître, et j'ai eu la chance de travailler avec elle. Et merci à vous vraiment déjà pour cette matinée qui était passionnante. Donc, je suis médecin et économiste. J'ai 2 maîtres avec le général Cros et Dauphine avec Claude Le Pen. Moi, j'avais 2 types de questions. La première, c'était sur, vous avez beaucoup parlé de l'épigénétique. Alors, pas par le temps, mais est-ce que vous pourriez peut-être développer un petit peu ce point, si on a le temps. Par ailleurs, dans ce cadre-là, parce que j'ai une pratique clinique, donc je suis au ministère de l'Intérieur actuellement et j'ai une pratique clinique également en libéral, j'ai pu voir des effets sur des enfants de policiers qui avaient un syndrome de stress post-traumatique, qui eux-mêmes avaient des troubles du comportement, des dépressions sévères. Donc, est-ce qu'il y a eu des études sur ce volet? Et puis l'autre point était bien sûr pour Madame Milsan. C'est vrai qu'on parle beaucoup de parcours de santé, et en vous écoutant, je me dis finalement comment on peut construire ce parcours, parce que là aussi j'ai beaucoup de patients qui viennent après des parcours d'errance où ils ont vu tous les spécialistes. Vous parliez des maladies cardiovasculaires, mais avec des stress post-traumatiques complexes, non élucidés. Je pense à un ancien militaire en particulier qui était absolument donc en dehors de tous les circuits, qui a des manifestations vagales, avec plusieurs interventions, urgences, pompiers. Donc là aussi, en termes sur le plan médico-économique, on a vraiment du travail à faire, et qui arrive par un biais, soit vers le médecin généraliste, soit vers un cardiologue, soit vers un spécialiste, et après on les remet dans des circuits. Voilà. Pardon, j'étais un petit peu longue, mais ce sont 2 points importants. Merci. Alors, sur l'épigénétique d'abord. Ce qu'on sait, mes collègues compléteront ou me corrigeront. On a beaucoup travaillé, il y a pas mal d'études sur les familles survivantes de l'Holocauste, sur les familles survivantes des génocides au Rwanda, sur bon nombre de populations comme ça, avec des traumas de toute évidence. Et ce qui est aujourd'hui vraisemblable, c'est que le cortisol est une hormone qui est lipidique. Elle diffuse à travers la membrane des cellules et elle va se lier à un récepteur qu'on appelle un récepteur nucléaire. Ce récepteur nucléaire, quand il fait le job, le cortisol se lie, le récepteur nucléaire se pose sur l'ADN et va permettre comme ça la réponse par modulation d'expression de gènes au cortisol et donc aux modifications de l'activité cellulaire. Lorsqu'il y a un stress post-traumatique, la réponse de survie de l'organisme, c'est de ne plus répondre. Et du coup, il y a des méthylations, alors des petits ajouts de structures biochimiques, CH3, peu importe, d'accord. On va comme ça verrouiller l'expression d'un certain nombre de gènes et notamment le récepteur au glucocorticoïde, mais pas que. En fait, la recherche épigénétique est vraiment en train de bondir en ce moment
et donc on cloisonne l'expression des gènes, on ferme. Ce qui fait que les enfants bénéficient, à tort ou à raison, par sélection naturelle, d'un système corticotrope, d'un système de réponse au stress qui va être déjà défaillant. Ce qui fait que chez nos enfants, on peut avoir qui des angoisses trop précoces, qui des insomnies inexpliquées, qui de tout un tas de troubles. Je lisais un papier la semaine dernière sur notamment les troubles neurodéveloppementaux, qui font pas nécessairement des pathologies. On peut être hyperactif, impulsif et survivre à plein de choses. Donc voilà, tout ça est assez complexe. On est aujourd'hui à peine en train de démarrer, mais oui, l'épigénétique, c'est ça. C'est une sorte de mise en place, de fermeture de l'expression de la réponse au cortisol par survie, parce que c'était trop à un instant T. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que c'est réversible. C'est pas des mutations de l'ADN. C'est pas quelque chose contre lequel on ne peut rien. C'est juste à un moment, on a verrouillé. Et ça se déverrouille. D'où l'importance de la prise en charge du trauma. Absolument. Donc ça, c'était pour l'épigénétique. Et la deuxième question, on n'imagine pas l'ensemble des comportements qu'on a. Moi, j'ai des jumeaux de 9 ans. Je n'imaginais pas avant qu'on puisse autant transmettre sans dire. Je voudrais m'associer aux précédents commentaires pour dire que c'est des présentations exceptionnelles par la pédagogie. Mais j'avais deux points à souligner. C'est l'importance des marqueurs, comme on l'a dit. C'est-à-dire que sans marqueurs, il n'y a pas de recherche possible. Et les marqueurs vont de pair avec une redéfinition des entités cliniques. Et sur le plan de l'évaluation dans le cadre juridique, ces deux éléments sont absolument déterminants. Puisque pour indemniser à bonne hauteur les victimes, il faut avoir des outils adéquats. Et si vous regardez les rapports d'expertise disponibles actuellement, vous apercevez qu'on est au Moyen-Âge par rapport à ce qui est connu. Donc, je voulais poser cette question à ceux qui veulent répondre à ce questionnement et avoir des propositions dans ce sens. Revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure, s'il y avait un morceau qui me concernait, sur la partie suivi en fait des victimes et de leur descendance. Il y a des cohortes, et notamment il y a une super jolie cohorte. Bon, il y a des cohortes Gazelle, mais qui est un peu différente. Mais la cohorte ELF, qui est une cohorte de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, est très intéressante de ce point de vue parce que les familles, c'est des cohortes d'enfants interrogés en très bas âge et ensuite suivis. Et donc, et les femmes viennent d'horizons très différents et certaines ont connu des traumatismes, et donc il est intéressant de pouvoir aller regarder. Sur la partie parcours d'errance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est compliqué quand on n'a pas l'information. Vous avez en fait une cohorte qui est en train d'être construite à partir de décisions de justice qui est Orphéade, avec Thomas Lefebvre. Et on travaille dessus dans le cadre d'un PEPR France 2030, financé par l'ANR, le projet SEFCO, qui a justement un des objectifs, c'est de travailler sur un parcours de soins à partir de cette cohorte Orphéade. Pascal Forcioli, directeur d'hôpital. Je voulais poser une question à Lise Ellinstein. En vous remerciant toutes et tous de la qualité de vos interventions. Donc, je me joins aux remerciements déjà exprimés. Mais vous avez fait le parallèle entre les équipes norvégiennes et les CUMP françaises. Je connais bien le fonctionnement des CUMP pour avoir été siège d'une CUMP départementale. Les CUMP sont des structures essentiellement psychiatriques.
avec des psychiatres, des infirmiers psychiatriques, des infirmiers en pratique avancée en psychiatrie, le cas échéant, et des psychologues. Vous avez parlé pour la Norvège d'équipes pluridisciplinaires. Je voulais que vous soyez plus précise dans la pluridisciplinarité, parce que ce qui me semble en France, c'est que nous avons un traitement très psychiatrisé du psychotraumatisme, alors que tous les exposés qui ont été présentés ce matin montrent que le sujet n'est pas uniquement psychiatrique, qu'il est aussi somatique, et qu'il faut donc pouvoir prendre en compte la personne dans sa globalité, dans sa sociabilité également, donc dans le sens de la santé que donne l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Merci par avance pour vos réponses. Merci beaucoup pour cette question. En fait, il y a, comme vous avez remarqué, il y a un peu de différences manières de penser en Norvège et en France. Il y a beaucoup aussi qui est en commun, mais un aspect qui est assez important en Norvège, c'est qu'il y a aussi ce souci de ne pas déranger la guérison naturelle, et aussi de ne pas perturber les liens sociaux, de plus essayer de soutenir les familles et les communautés, de soutenir les individus affectés, pour ne pas créer une sorte de médicalisation non plus. Et récemment aussi, il y a ce souci que on est contraint dans les soins, qu'on peut pas, s'il y a des événements majeurs, on n'aura pas des psychologues ou des psychiatres pour tout le monde. Donc c'est aussi une nécessité. Quand il s'agit des équipes pluridisciplinaires, il faut savoir qu'en Norvège, c'est très basé sur tout ce qui est local. C'est un pays qui aussi, il y a des grandes villes, mais aussi c'est des municipalités où il y a très peu de gens. Donc, il y a beaucoup de soins basés sur les municipalités qui peuvent être des petites unités. Et donc, chaque municipalité peut décider la composition de son équipe pluridisciplinaire. Mais toujours, il y a un médecin généraliste qui a une responsabilité de la municipalité. Et puis, il peut y avoir un psychologue. La police, elle est représentée. Et aussi, souvent, il y a aussi des prêtres ou des représentations, des représentants des religions ou des communautés d'idéologie, et des infirmiers, et aussi des socionomes. Donc c'est très comme ils essaient. Oui, et aussi je voulais mentionner aussi des infirmiers à l'école. Donc ils essaient de faire une composition qui reflète un peu les institutions dans la municipalité et qui connaissent tout ce qui est local. Et donc quand il y a un événement, ils font un peu, ils mobilisent ceux qui sont le plus pertinent pour ceux qui sont affectés. Et ces équipes, ils interviennent le plus souvent dans des crises individuelles ou de petite échelle, comme par exemple les suicides. Mais donc ils ont des fonctions assez hétérogènes. Donc ça c'est un peu les compositions que je mentionnais, ce sont les plus fréquents. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis Geneviève Voix, je suis psychanalyste. Merci à Florence et à Françoise d'avoir créé Alter, parce que je trouve qu'on a l'illustration de ce que c'est qu'un débat interdisciplinaire. Alors ma question, Lise vient de parler de guérison naturelle. Ma question aux neuroscientifiques, c'est quand on étudie le stress post-traumatique de certains individus, est-ce qu'on a aussi une cohorte de ceux qui ayant vécu les mêmes événements traumatiques, par exemple, je pense aux études du 13 novembre, on sait différencier finement sur le plan neurophysiologique pourquoi certains exposés aux mêmes événements ne développent pas le stress post-traumatique. Alors, c'est un point qui est extrêmement intéressant, ça c'est sûr. On cherche à savoir pourquoi est-ce que dans le premier cercle, justement du 13 novembre, ceux qui étaient directement dans les attentats, pourquoi est-ce que au départ on a 60 ou 70% des gens qui vont avoir un PTSD et que au final, suivi à 1 an, 2 ans, 5 ans, ces pourcentages diminuent drastiquement. Qu'est-ce qui diffère des gens qui continuent à présenter un PTSD de ceux qui ont finalement un trauma passager?
Alors, on n'est pas chez la souris, donc c'est un peu plus compliqué à étudier d'un point de vue des substrats neurobiologiques. Par contre, il y a beaucoup d'imagerie qui peut être faite pour pouvoir savoir comment est-ce que le cerveau de ces personnes a évolué finalement dans son fonctionnement. Mais il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important et dont tout le monde a un petit peu parlé ici, je pense, c'est finalement la vie de l'individu, le passé de l'individu et le soutien qu'il peut avoir à un moment donné. Et un des points assez, moi qui m'avait assez, on va dire, pas étonné parce qu'au final, quand on y réfléchit, ça a du sens. C'est que pour deux personnes qui ont subi le même traumatisme, et là c'était sur les attentats du 13 novembre, finalement, lorsque le soutien familial était présent, les personnes arrivaient beaucoup plus facilement à sortir finalement du trauma. Même si c'est pas sortir du trauma, comme monsieur disait, c'est un long processus et c'est pas dépendant uniquement du soutien familial. Il y a plein d'autres choses, bien sûr. Mais là, c'était un des éléments qui ressortait dans les analyses statistiques. C'était le soutien qui était clé pour pouvoir sortir, en tout cas, du traumatisme. Donc, il y a plein d'éléments qu'on maîtrise pas du tout chez l'homme, chez l'humain en particulier. On a tous des vies différentes, on a subi des choses complètement différentes jusqu'à un traumatisme qui peut être commun et qui peut expliquer finalement pourquoi certaines personnes vont s'en sortir alors que d'autres vont avoir plus de mal à sortir. Mais bon, d'un point de vue neurobiologique, c'est un peu plus compliqué si on essaye de savoir, comme on discutait tout à l'heure, l'état réel de certains réseaux, de certains neurotransmetteurs.